Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, les titres de l'actualité. Foi, appel et destinée au cœur d'un rendez-vous dédié aux femmes consacrées à Christ. Réunies autour du thème Femmes et destinée prophétique, les participants ont vécu un temps de communion ponctué de prières, d'échanges et d'enseignements bibliques. Une rencontre pensée comme un espace d'édification et d'encouragement pour aider chaque femme à mieux comprendre son identité en Christ, à affermir sa foi et à discerner davantage le dessein de Dieu pour sa vie. Les jeunes de l'église du Centre international d'évangélisation du quartier Sissin de Ouagadougou apportent son soutien matériel et citoyen à l'agence Faso-Mebo. C'est un lot composé de brouettes, de pelles, de gilets, de paires de gants et de bidons d'huile de coffrage pour contribuer aux actions d'aménagement et d'embellissement des villes du Burkina Faso. Le tournoi Maracana doté du trophée Impact TV poursuit son cours normal. Impact FC a arraché ce week-end son ticket pour les quarts de finale après un match âprement disputé contre Game Over. Les deux équipes ont dû recourir au tir au but pour se départager. Et puis dans cette édition, les clés de la sécurité, ce sera avec notre expert Éric Baléman. Ce soir, nous parlerons du port du Cascar. Une fois de plus, bienvenue. Des femmes consacrées à Christ se réunissent dans un moment convivial au cours d'un brunch marqué par des moments de louange, des prières, des échanges et des enseignements bibliques. L'événement a permis d'encourager les femmes dans leur foi et leur destinée avec comme oratrice le docteur Hortense Karambiri, le pasteur Ina Tiemtore et le pasteur Awa Delma. Un moment de communion et d'édification et de partage autour du thème « Femmes et destinée prophétique ». Les précisions avec Eliazar Badiel et Claudine Ouedrago. Elles sont des femmes de différentes dénominations et regroupées autour du groupe dénommé Femmes consacrées à Christ. Elles se retrouvent pour la première fois autour d'un brunch. Déjà, Femmes consacrées à Jésus-Christ, c'est un groupe de femmes qui, on peut dire, sont amoureuses de Jésus, qui ont ce désir-là de se mettre à part, de ne pas se conformer au monde, mais de se mettre à part parce qu'elles sont conscientes qu'il y a une mission qui leur sont assignées. Et se confondre à la masse sera difficile. Donc, nous nous consacrons afin de pouvoir accomplir la mission que le Seigneur nous a assignée. L'objectif du brunch, c'est que toutes les femmes soient conscientes qu'elles ont une destinée. Elles ne sont pas le fruit d'un hasard, avant même qu'elles ne soient nées. Comme la Bible nous dit dans Jérémie 1, le verset 5, Dieu avait déjà un plan pour elles. Nous voulons que ces femmes-là, d'abord, elles prennent conscience de leur identité en Christ. Voilà pourquoi le thème, c'est Femme. Qui est la femme en Christ? Et ensuite, destinée prophétique. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, mais Dieu avait déjà préparé toutes choses et chaque femme doit être consciente de cela. Au cours de cette soirée, 3 oratrices ont tour à tour défini la destinée prophétique. Des oratrices parmi lesquelles le docteur Hortense Karambiri, qui, à travers des exemples, va énumérer des éléments prophétiques qui montrent qui est la femme. C'est être semblable à Adam qui est incontournable pour la vie sur plusieurs plans. La femme n'est pas un fait du hasard, dira l'oratrice. Nous avons été vraiment bénis avec une rencontre organisée par l'ensemble de ces jeunes femmes. Et je crois que c'est un groupe interdénominationnel où donc des jeunes filles, des jeunes dames se sont mises ensemble et pour donc que nous puissions, en tant que des mères, des aînées, des dévancières, traiter avec elles donc le thème sur la femme et destinée prophétique. Et donc d'entrée de jeu, il était clair qu'il faut d'abord qu'elles sachent qu'elles sont d'abord des filles de Dieu avec une destinée et décrite déjà par Dieu, puisque Dieu l'a dit à Jérémie, dans Jérémie 1,5, avant même qu'il n'ait été dans le ventre de sa mère, lui, Dieu le connaissait et il avait déjà établi, il avait déjà une destinée pour sa vie. Donc, ces filles aujourd'hui devaient d'abord se convaincre qu'en tant que femmes, Dieu les a déjà prédestinées à de bonnes œuvres, mais aussi savoir comment marcher dans le couloir de cette destinée pour aller d'étape en étape
pour donc rentrer dans une destinée prophétique et glorieuse. Et donc, il a été question donc de définir donc ces notions à la base, mais aussi de leur montrer comment et donc elles peuvent se retrouver dans des situations spécifiques, mais qui, dans ces situations, savoir avec l'Esprit de Dieu, le témoignage intérieur, la parole de Dieu, la confirmation par les autorités spirituelles et le fruit que certaines situations leur présentent, savoir vraiment qu'elles sont sur un chemin d'une destinée que Dieu a voulu dans des domaines bien précis. Et nous avons dit que toute destinée ne les place pas forcément devant les projecteurs. Et on peut avoir une destinée prophétique très glorieuse, mais discrète. Dieu peut appeler pour juste une famille, pour faire de cette famille et donc une famille bénie où des enfants sont et vraiment réussissent dans les voies du Seigneur. Dieu peut appeler donc à la politique, Dieu peut appeler à l'entrepreneuriat, mais pour que tout cela aboutisse à la bénédiction de l'œuvre du Seigneur. Voici à peu près, et il y a eu pas mal de questions et on pouvait voir beaucoup de questions être posées par ces jeunes dames qui montrent vraiment le cœur qu'elles ont et qu'est-ce qu'elles sont en train de chercher. Le plus important, savoir qu'on a une destinée, et la deuxième chose importante, c'est d'y entrer. Et donc travailler à y entrer par la parole de Dieu, le Saint-Esprit, les temps de prière et la communion vraiment avec le Saint-Esprit régulièrement. Voilà ce que, en substance, a été fait ce soir. L'importance est de connaître son identité en Christ. Et pour une destinée restaurée, il convient que les femmes s'agrippent à cette destinée. Selon le pasteur Inakiem Toré, s'attacher à Dieu est important, sinon pas de destinée prophétique. À travers des exemples, les oratrices vont exhorter les participantes à ne pas faire de compromis concernant leur foi. La première des choses pour la destinée spécifique de la femme, je dirais, cherche Dieu. Dieu parle. Dieu parle déjà par sa parole. C'est pour ça que nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons cultiver notre communion avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu parle. La destinée prophétique aussi, pour certaines personnes, elle leur est annoncée par des prophéties, par des révélations. Des fois, c'est dans des rêves que vous voyez des choses. Moi, je sais que quand je priais, j'ai connu le Seigneur quand j'avais 17 ans. C'est peut-être un âge très jeune, mais il y en a qui l'ont connu plus bas que ça. Alors, quand je priais, je demandais vraiment à Dieu de me montrer qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Il m'arrivait souvent de rêver et de me voir sur la chair. Il m'arrivait souvent de rêver et de me voir en train de parler avec des gens. Des femmes, des filles, et je ne comprenais pas en son temps. Mais j'étais convaincue et je savais que Dieu voulait que je fasse quelque chose. Et j'ai continué de prier. Et puis, quand j'ai été convaincue en fait que je devais servir Dieu, moi ce que je demandais au Seigneur, je veux marier un pasteur. Je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est ce que je disais à Dieu. La main spirituelle des femmes consacrées à Christ, Awa Delma, sur la question de la destinée prophétique, va d'abord parler des destinées communes, puis de celles prophétiques. Je voudrais dire que nous avons des destinées communes. Quand je parle de destinée commune, c'est-à-dire que Dieu a appelé chacun d'entre nous. Ça, c'est une destinée commune. Et Maman Ina vient de brosser nos destinées spécifiques. Et quand nous parlons de destinées spécifiques, ça veut dire qu'il y a une mission qui t'a été confiée, particulièrement c'est à toi. Et tant que tu ne joues pas ta partition, la chaîne qui devrait rouler normalement ne pourra pas rouler. Et ce soir, je voudrais aussi dire que lorsqu'on parle de destinée prophétique, c'est parce que Dieu dit déjà qu'il a tracé un programme pour ta vie. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Avant que tu naisses, j'ai déjà déroulé le tapis devant toi. Et son désir est que toi,
jeune fille, jeune dame, tu marches dans le plan que lui il a tracé. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux oratrices au cours de cette soirée, puis des moments de prière ont ponctué la dite soirée. Je vous le disais en titre, la jeunesse de l'église du Centre international d'évangélisation du quartier Sissin à Ouagadougou a procédé samedi dernier à une remise de dons à Faso Mebo, un geste qui vise à soutenir les actions de l'agence et à contribuer concrètement aux travaux d'aménagement des villes du Burkina Faso. Le reportage de Eleazar Badiel, Priska Wali avec la voix de Omaïssa Sana. Dans le cadre de ces actions en faveur de la communauté, l'église locale du Centre international d'évangélisation de Sissin a procédé à une remise de dons au profit de l'initiative Faso Mebo. À travers ce geste, les jeunes de l'église entendent apporter leur contribution aux efforts déployés pour l'embellissement urbain et le développement des infrastructures. Pour le président de la jeunesse de l'église de CUE Sissin, cette initiative traduit avant tout une volonté de participer concrètement à l'œuvre de construction nationale. Le 15 août est pour nous, depuis des années, depuis près de 15 ans, une activité phare qui est la journée de la jeunesse. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus déjà le matin au niveau de la brigade et ensuite ici au niveau de Faso Mebo. Le thème de cette année, notre journée de la jeunesse, c'est « Enraciné en Christ, engagé pour ma patrie ». Et comme le thème le définit, c'était pour nous aussi marquer notre engagement en tant que citoyens, porter notre soutien à ce qui est fait ici à Faso Mebo. Et nous, en tant que chrétiens, en tant que jeunes, nous avons décidé de venir apporter notre soutien. Ce don est constitué d'une dizaine de pelles, une dizaine de truelles. Nous avons également pu mobiliser 5 brouettes, 5 bidons de lubrifiant, des gants, également des gilets. Et il faut préciser que tous ces dons sont issus de la contribution volontaire de chaque jeune. Et la jeunesse est constituée beaucoup d'étudiants, mais également des fonctionnaires. Et c'est la contribution financière volontaire de ces jeunes-là qui nous a permis d'acquérir tout ce matériel. Au-delà du don, l'engagement du CUE Sissin s'est également traduit par une participation aux travaux de confection de pavés aux côtés de Faso Mebo. Une manière pour ses membres de joindre l'action à la parole et de montrer que chacun peut, à son niveau, contribuer à l'amélioration du cadre de vie et au développement du pays. À travers cette initiative, le CUE Sissin réaffirme ainsi sa volonté de soutenir les actions communautaires et de contribuer activement à la construction du Burkina Faso. Et comme tous les lundis, nous abordons à présent notre rubrique « Les clés de la sécurité » avec notre expert Éric Balema. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir camarades. Aujourd'hui, nous allons parler du port du casque. Que pensez-vous, Éric Balema, de la mesure du gouvernement rendant le port du casque obligatoire ici au Burkina Faso? Ok, merci bien. Il faut dire que cette mesure... elle était dans les textes. Maintenant, voir l'application effective sur le terrain, ça ne peut que me réjouir. Parce que quoi qu'on dise, le port du casque en circulation, le casque est un outil de sécurité. Et en matière de sécurité routière, surtout pour ceux qui sont sur les 2 roues, le casque contribue beaucoup à renforcer votre sûreté. Parce que je sais que pour ceux qui ne croient pas encore à cette mesure, je sais que pour quelqu'un qui n'est pas porteur de son casque et qui est sur un engin à 2 roues, le risque de traumatisme cérébral est multiplié par 5 quand la personne là rentre en collision ou bien que la personne est fauchée ou bien qu'il fasse un accident. Donc cette mesure, à mon humble avis, est la bienvenue. Et vous avez parlé du casque comme un instrument de sûreté. Est-ce que vous pouvez revenir sur les bienfaits du port du casque, outre le respect de la loi? Ok. Outre les mesures de sécurité routière qui sont renforcées en portant son casque, le casque même vous permet de vous protéger, même en termes de santé publique, même en termes d'hygiène. Quand vous portez le casque, votre visage est à l'abri de tout ce qui peut avoir comme poussière,
comme débris ou bien comme réserve même de certaines pierres même en circulation. Ça vous dit que ça vous protège même déjà, hormis l'aspect circulation routière. Et encore, ce qu'il faut dire encore par rapport à cette mesure-là, le fait de porter les casques, ça te permet à toi-même qui est sur l'engin de te sentir même en sécurité. Voilà, au niveau même de ta conscience, en sortant sans les casques, tu te trouves même en insécurité. Mais en ayant ton casque même là, toi-même, tu as ce sentiment de sécurité même en abordant même déjà la circulation. Voilà. Pendant longtemps, les citoyens, beaucoup de motocyclistes rechignaient à porter le casque. Comment les amener à en faire une habitude, un réflexe et même un réflexe? Ok, je crois que le ministère de la Sécurité a donné le temps. Et depuis la stratégie nationale de la sécurité routière qui a été validée depuis décembre 2025, c'est le plan d'action 2026-28 qui est en application. Et dans cette stratégie-là, la vision, c'est quoi? C'est de réduire vraiment à 50% les cas d'accidents malheureux que nous rencontrons en circulation. Et sachez qu'au temps où on validait la stratégie-là, on avait près de 2000, et on était à près de 1091 décès. Donc si on arrive vraiment à réduire ça, ça va être vraiment idéal. Et je sais que le ministère de la Sécurité a commencé d'abord par les sensibilisations. On a vu au bord des voies des policiers ou bien d'autres associations qui accompagnaient les forces de l'ordre pour sensibiliser. Et là même, on approchait les gens même directement pour leur dire, mon frère, tiens, il faut avoir un casque parce que ça te protège. Et après cette mesure-là, on se rend compte que le ministère est en train d'élever encore de doser le ton. Et présentement, on se rend compte que même en circulation, pour ceux qui étaient en circulation ce matin, vous avez dû remarquer une bonne couverture sécuritaire des forces qui étaient là pour refouler des gens qui ne portaient pas les casques. Et ça, vraiment, c'est une très bonne mesure. Parce que ça c'est même que l'infraction même doit vous amener même à être verbalisé. Vous devez payer même 3 000 francs pour le fait que vous ne portez pas de casque. Mais si toujours, le ministère est toujours dans cette dynamique toujours d'envoyer les gens, d'amener les gens vraiment à prendre conscience et en les refoulant, c'est pour dire que la population aussi doit quand même comprendre que c'est pour leur bien. Voilà. On va parler un peu de vidéosurveillance. La vidéosurveillance a fait baisser la vitesse sur les grands axes. Mais comment faire en sorte que cette discipline-là devienne un réflexe permanent pour les motocyclistes? Ok. La vidéo-verbalisation, il faut le rappeler, ça concerne 4 infractions. Celui du non-port de la ceinture de sécurité, qui normalement doit vous faire payer 6 000 francs. Celui également du non-respect de la signalisation lumineuse, qui doit vous faire 12 000 francs. Celui également de l'excès de vitesse, qui doit vous faire 12 000 francs. Et celui également des téléphones au volant, qui doit vous faire 6 000 francs. Je dirais que par rapport à la vidéo-verbalisation, c'est l'œil de l'administration ou bien des autorités qui nous suivent. Et ça aussi, c'est vraiment bien. Donc, je me dis que même dans les artères où la vidéosurveillance n'existe pas pour l'instant, parce que c'est ce que le ministère de la Sécurité a dit, ce n'est pas d'abord dans tous les acteurs qu'on a ce dispositif-là. Mais chacun doit quand même intégrer ce réflexe d'avoir les casques en circulation, surtout quand on est sur les 2 roues là, comme un réflexe, ce qui va être bien. Parce qu'après tout, c'est pour nous. Voilà. Et comme je l'ai dit, la vision du ministère de la Sécurité quant à la stratégie nationale de la sécurité est sans embâche. Cette vision doit être atteinte. Et cette vision elle-même porte même l'usager même au cœur de sa stratégie. Et c'est ce qui est intéressant également. Voilà. Et Éric Balima, pour mettre un terme à cet entretien, on trouve une multiplicité de casques dans la ville, dans les commerces. Comment choisir le bon casque qui va te préserver ta vie, qui va te préserver dans la circulation? Effectivement, vous dites vrai, parce que même ce matin, on voyait tout type de casque, du fait que le mécanisme de refoulement était en jeu. Mais ce qu'on peut dire vraiment aux téléspectateurs, c'est qu'en allant pour acquérir votre casque ou bien en allant pour acheter d'abord même votre engin, sachez que le casque doit accompagner l'achat d'une moto. Mais hormis ça, pour ceux qui ont déjà leur moto qui veulent acquérir des casques, il faut suivre un certain nombre de normes. C'est pour dire que le casque doit être adapté. Adapté à quoi? Adapté à votre tour de la taille. Voilà. Ça veut dire que votre coiffure, chacun a une coiffure qui a une taille. Donc il ne faut pas prendre un casque qui est trop serré ou également qui est trop grand. Voilà, qui est trop grand pour ta tête. Parce que ça même, ça constitue même déjà même un risque d'insécurité.
il faut prendre aussi des casques également qui sont homologués. C'est-à-dire, un casque homologué, c'est quoi? Un casque homologué doit permettre quand même à ce que celui qui est porteur du casque là ne puisse pas s'asphyxier à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est des casques qui doivent avoir des persières pour que l'air puisse pouvoir rentrer. Et également, la visière également doit vraiment permettre également d'avoir une bonne vie. Ça aussi, il faut en tenir compte. Il faut éviter au maximum de porter des casques seconde main. Parce que seconde main, tu ne sais pas qui était porteur de ce casque-là. Même côté santé même d'abord. Ça, c'est un. Et encore, le casque peut être endommagé à l'intérieur. La matière qui doit peut être endommagée, mais pas sur la façade. Et vous, en portant ces casques-là, vous allez être en sécurité, mais or non, vous êtes en insécurité. Et encore, une dernière remarque. Si vous êtes victime d'un accident où votre casque a été touché, je vous invite à changer de casque. Ça aussi, c'est un réflexe que nous devons aussi adopter en cas de collision. Voilà. Merci bien, Éric Balima, sur ces conseils, sur le choix du bon casque pour préserver la sécurité des usagers de la route. Et c'est tout pour cette rubrique Les clés de la sécurité. Nous étions avec notre expert en sécurité, Éric Balima. Et le thème de ce jour, c'était sur le port du casque. Le rendez-vous est pris pour lundi prochain. À bientôt. Merci. Cette année, la Fédération burkinabé de football a respecté la tradition en procédant à une opération de reboisement. Le site choisi est le Musée national de l'eau pour la mise en terre de 1000 plants. Le reporter de Barthélemy Douti et Eliman Mamadou Nikiema. Quand le sport, la culture et l'environnement se rencontrent, c'est la nature qui en profite et au maximum. Pour cette opération de reboisement, c'est le Musée national de l'eau situé à Lumbila qui est le cadre idéal par excellence pour mettre sous terre environ 1000 plants. Comme on le dit, planter un arbre, c'est pour toute une vie. Et chaque fois quand il y a une plantation d'arbres, ici nous sommes sollicités, on viendra toujours. Je l'ai dit lors de mon intervention, que ce soit la CAF ou la FIFA, ont des programmes pour la sauvegarde de l'environnement, notamment la plantation d'arbres. Si vous avez suivi l'an passé, nous avons eu à faire notre plantation d'arbres. Et comme cette année, on n'avait pas... En fait, vu nos différentes activités, on n'a pas pu programmer. Donc on s'est joué au musée de l'eau pour l'accompagner dans son initiative. Le Musée national de l'eau est un lieu chargé d'histoire où les défenseurs et autres amoureux de l'environnement ont mis à profit l'occasion pour une partie touristique. Ici, on vous apprend à jouer une autre partie de football, à savoir le championnat des WC. Je ne vous en dirai pas plus, cela se vit en live. Un lieu géré par un homme qui vit et qui respire environnement. Mais aujourd'hui, on est parti sur les artistes et les sportifs parce que c'est des ambassadeurs. Un sportif est un ambassadeur, un artiste est un ambassadeur. Donc, ils doivent porter des messages sur l'eau et l'environnement. C'est pour ça qu'on les a mis ensemble ici, pour qu'il y ait un dialogue entre eux sur comment vivre ensemble, la place de l'eau et de l'art dans la vie dans nos sociétés. Des personnalités du monde diplomatique se sont joints aux sportifs pour apporter une contribution inestimable à cette opération de reboisement. J'ai été impressionné par les musées de l'eau quand on était arrivé la première fois pour visiter. Et depuis lors, ça m'a marqué et donc j'ai fait plusieurs visites. Et aujourd'hui, symboliquement, je suis venu pour planter un arbre. Ça veut dire que je dis souvent que quelqu'un qui n'a pas planté un arbre avant de mourir, il a vécu inutilement. Et donc cet arbre que j'ai planté aujourd'hui, qui va servir, on ne sait jamais. Peut-être que les petits-enfants, les arrières encore petits-enfants qui vont venir après nous, l'arbre a une durée de vie aussi. Et on va veiller à ce qu'il vraiment tienne bien jusqu'à ce qu'il devienne mature. Et après cela, on va quand même laisser maintenant la nature va le développer. C'est bien de rassembler ces deux entités-là pour poser un acte fort comme celui-là, je crois, qui va impacter et qui va montrer à ceux qui observent ce que nous faisons, qui va leur montrer qu'il faut prendre soin de l'environnement. C'est notre devoir à tous pour demain. C'est ce que nous allons léguer aux générations futures. La visite guidée a permis aux uns et aux autres de toucher du doigt les réalités côté pile et face de l'eau avec un parcours semé d'embûches pour arriver et au robinet et dans les familles. L'eau, source de vie, et le Musée national de l'eau
l'illustre parfaitement. Parlons à présent du tournoi Maracana, doté du trophée Impact TV. 50 minutes de combat acharné, puis la cruauté d'une séance de tir au but. Le 14 août dernier, sur le terrain de Kada School, Impact FC a arraché sa place en quart de finale après une séance fatale à Game Over. Les deux équipes se sont neutralisées pendant tout le temps du jeu avant que l'adresse aux 11 mètres ne sacre les hommes en vert et n'abrège le rêve de l'équipe adverse. Les précisions avec Esaïe Dimtoumda et Omaïsa Sana. 25 minutes de pure intensité et toujours aucun but. Dès le coup d'envoi de ce 8e de finale, le ton est donné. Sur la terre battue trempée de Kada School, les 22 acteurs livrent une bataille de tous les instants. Les maillots se mouillent, se tachent debout, les tacles sont rugueux et chaque ballon se dispute au millimètre. Les occasions s'enchaînent des deux côtés, mais l'efficacité fuit les attaquants. Les défenses plient, mais ne rompent pas. 25 minutes de combat tactique et physique et le score reste vierge à la pause. Le suspense est total. Malgré la fraîcheur installée par la pluie bienfaisante, l'atmosphère est bouillante autour du terrain. Il est 17h50, le temps défile et le public retient son souffle. À la moindre tentative, la foule explose, vibre, puis pousse un cri de frustration. Les occasions manquées se succèdent. 50 minutes de jeu au total et toujours 0-0. Place à la loterie cruelle des tirs au but. C'est l'heure de vérité. La qualification se joue désormais au tir au but. Le numéro 8 d'Impact FC s'avance le premier. Il frappe, mais hélas, c'est manqué. C'est au tour du numéro 7 de Game Over et c'est encore raté. La tension est maximale. Le service minimum prend fin grâce au numéro 13 d'Impact FC qui inscrit enfin le premier but. Le numéro 3 limite avec sang-froid. 3 tirs au but réussis pour Impact FC, 0 pour Game Over. Impact FC se qualifie pour les quarts de finale au bout du suspense. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de travail accompli. Le match n'a pas été du tout facile. Il y avait deux équipes en face qui vraiment se tenaient coude à coude. Il a fallu les séances de tir au but pour pouvoir se départager. Et finalement, nous avons eu la chance de pouvoir terminer vainqueur de cette rencontre. Celle d'aujourd'hui, le plus, c'est parce qu'il y a une pression supplémentaire puisque ce n'est plus les matchs de poule, ce sont les phases à élimination directe. Donc, je pense que tout le monde est sûr des tensions parce qu'on sait qu'à l'issue de cette rencontre-là, il faut forcément un vainqueur et un vaincu. Donc, c'est ce qui fait de ce match-là un peu particulier. On a déjà dit merci à tous ceux qui étaient présents pour le tournoi et remercier aussi les organisateurs pour ce tournoi-là qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir pratiquer le sport qu'ils aiment. On vous remercie pour tout ce que vous faites. Impact FC poursuit son rêve. Pour Game Over, l'aventure s'arrête ici. Le choc des 8e a tenu toutes ses promesses. Cap désormais sur les quarts de finale. Félicitations à Impact FC et place à présent au kiosque francophone qui porte la signature de Priska Wali avec la voix de Claudine Ouedraogo. La situation sécuritaire dans les régions de Bangui et du Sourou est le sujet qui anime la plupart des quotidiens nationaux. À ce propos, l'Express du Faso nous informe qu'à l'issue d'une visite opérationnelle au sein de la 5e région militaire, le chef d'état-major général des armées, le général Moussa Diallo, a déclaré que la situation sécuritaire est globalement satisfaisante. L'observateur Palga se penche également sur la visite opérationnelle du chef d'état-major général des armées à Dédougou, au cours de laquelle il a salué la cohésion et la dynamique des troupes. Même son de cloche à Sidoaya, qui nous fait savoir que le chef d'état-major général des armées est allé au contact des forces de Bangui. Autre sujet qui retient l'attention de Sidoaya, c'est l'immersion patriotique obligatoire et sur la question, le journal de tous les Burkinabés nous apprend que des délégations gouvernementales encouragent les appelés dans les régions. S'agissant de l'immersion patriotique pour les journalistes, le journal indique que les appelés saluent une expérience enrichissante. Le quotidien aborde le même sujet, puis nous apprend que 44 professionnels des médias côtoient les réalités quotidiennes des FDS. Le journal fait également un zoom sur la cherté de la vie au Burkina, puis mentionne que la Ligue des consommateurs du Burkina met en cause la contrebande et les pratiques frauduleuses.
Aujourd'hui, au Faso s'intéresse à la CAN féminine 2026, puis nous apprend que 3 coups de griffe ont porté les Lions indomptables sur le toit du football féminin. Hors de chez nous, Sud Quotidien met en lumière la hausse des prix du carburant avec le super vendu à 990 francs CFA et le gasoil à 755 francs CFA depuis le 15 août. Face à la flambée des coûts mondiaux du pétrole liés au conflit au Moyen-Orient, l'État justifie la réduction des subventions, une mesure qui suscite de vives critiques au Sénégal. La une de Fraternité Matin est marquée par l'ouverture de la campagne de commercialisation et de transformation du karité sous de nouvelles directives. Le prix du kilogramme est fixé à 250 francs CFA, tandis que l'exportation des amandes par voie terrestre est désormais interdite. Enfin, la Libre Belgique nous informe qu'à l'approche des élections, Benjamin Netanyahou accélère la dérive autoritaire en Israël. Dernier acte de cette édition, la parole de sagesse. Votre succès sur terre ne garantit pas votre récompense ni votre position au ciel. Je reprends pour vous. Votre succès sur terre ne garantit pas votre récompense ni votre position au ciel. Et cette parole de sagesse est signée Pasteur Madou Philippe Karambiri. Et c'est tout pour cette édition. Bonne suite de programme sur Impact TV et à demain.